Bonjour, je suis Sandrine Donzel de S comme C, le blog qui vous fait voir les choses par l'autre bout de la lorgnette. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous partager un petit épisode de ma vie personnelle pour vous éclairer sur une situation avec un ado qui déprime. Cet épisode s'est produit au printemps 2021. Bon, je le raconte seulement maintenant, comme ça j'ai un peu de recul aussi sur les suites, sur ce qui s'est produit. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des ados qui rencontrent des problématiques similaires. Donc je me suis dit que ça vous intéresserait. Alors zou, on va parler dans cette vidéo d'ados qui dépriment. À ma gauche, je prends l'ado mâle de la famille, 13 ans, bonne réussite scolaire, des tas de potes, plutôt cool, beaucoup de jeux vidéo, mais voilà, sans que ça pose de problème particulier. Sportif accompli, malgré cette pratique intensive du jeu vidéo, et râleur impénitent, quoi qu'il arrive. Si vous suivez mon blog depuis longtemps, vous en avez déjà entendu parler, ou mes réseaux sociaux, vous en avez déjà entendu parler. Il faut bien reconnaître qu'au moment où cet épisode se produit, donc on est en 2021, depuis 2020, depuis 1 an, la vie de l'ado est assez chamboulée. Il est pas mal privé de choses qu'il aime, notamment de son sport. Il est privé par intermittence du fait des différents confinements, par moment, de sorties avec ses amis. Enfin voilà, il se passe tout un tas de choses un peu problématiques dans sa vie. Et bon, il a l'air d'en prendre son parti. C'est pas si pire, il traîne un peu à la maison, mais voilà, ça va, l'un dans l'autre, ça va. Et puis là, quand même, à cette période-là, arrive un moment où ça a l'air d'aller un peu moins bien. C'est-à-dire qu'il est plus irritable, qu'il pleure facilement quand il a des contrariétés, et des petits comportements de ce genre-là. Alors évidemment et puis, il a plutôt tendance à décourager et nous les parents, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage, on essaye de le stimuler, on fait ce qu'on fait généralement quand quelqu'un a un petit coup de mou, on essaye de lui dire: allez, te laisse pas aller, fais des trucs, sors, va voir tes potes, ça va te faire du bien». L'intention est bonne, mais il ne fait pas grand-chose de tout ça. Il tente un peu de voir ses potes, mais on voit bien que le cœur n'y est pas, même quand il y va, il est pas super content. Et puis, ce matin de printemps-là, celui dont je parle ici, je trouve l'ado couché sur le canapé, une couverture sur la tête et il est en train de pleurer. Et il me dit ces choses-là, il me dit: «J'arrive pas maman, j'arrive pas à travailler, j'ai ouvert mon ordi, j'ai essayé mais j'y arrive pas». J'ai même pas envie de faire des écrans, de jouer aux jeux vidéo, j'ai pas envie d'aller jouer dehors, j'y arrive pas, je sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est effectivement un état assez inhabituel pour un ado de cet âge-là, en tout cas pour celui-ci, qui est d'habitude plutôt très actif et donc ça fait un gros pincement dans mon petit cœur de maman évidemment, comme vous l'imaginez bien et je me dis qu'en fait, il est en train de découvrir ce que c'est que de faire une petite déprime, un petit coup de déprime. Hem Et je sais aussi, ça c'est l'avantage de faire un métier où on travaille sur ce genre de sujet, c'est que la déprime ne se soigne pas, ne se traite pas à coup d'injonctions à sortir, à faire des choses, pour se faire du bien. Ça peut aider, mais c'est généralement pas comme ça qu'on s'en sort. Alors, au contraire, ces injonctions peuvent même creuser un peu le trou de la déprime. Je vous renvoie pour ça à un article que j'avais écrit sur le blog qui s'appelle «Une autre façon de voir la dépression», où je parle du lien entre dépression et déception. En réalité, alors juste pour résumer, effectivement, quand on s'enjoint de faire des choses pour se faire plaisir, c'est comme si on s'enjoignait d'avoir du plaisir et puis c'est jamais à la hauteur ou bien on s'enjoint de faire des choses mais on n'y arrive pas parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on n'est pas bien. Donc on se déçoit, alors soit on est déçu parce qu'on n'a pas autant de plaisir que ce qu'on aurait aimé imaginer ou on est déçu de soi-même parce qu'on n'a pas réussi à se mettre en mouvement et du coup, c'est cette déception qui va creuser un peu le trou de la déprime. Donc allez voir l'article, j'expliquais ça en détail et c'est là où je me dis: «Là, il y a quelque chose où moi, en tant que maman, je dois faire attention».
Alors, à noter quand même que le message «Amuse-toi, fais des choses, sors, va voir tes potes et tout», aurait pu être tout à fait efficace. Il n'est pas problématique dans l'absolu. Et d'ailleurs, il pourrait être très efficace juste face à un petit coup de mou où, la motivation a besoin d'un coup de pied aux fesses. La motivation, pas l'ado. En général, on évite de donner des coups de pied aux fesses à ses enfants et aux ados en particulier. Ce qui serait problématique en revanche, puisque le message «Amuse-toi, allez, fais des choses, vas-y, booste-toi un petit peu», ce message-là n'est pas problématique en lui-même. Ce qui serait problématique, ce serait de poursuivre ce message en constatant qu'il n'est pas efficace et qu'il ne marche pas dans ce cas particulier-là. Là aussi, attention, parfois un changement d'intensité dans le message, c'est-à-dire je dis gentiment «Bah, peut-être que ce serait bien que tu ailles voir des potes et tout», et ça ne marche pas. Et je le répète plusieurs fois en augmentant mon intensité, c'est-à-dire en disant «Bah, allez, mais bouge-toi quand même», voilà, en étant peut-être un peu plus ferme, un peu plus contraignante. Ce changement d'intensité-là, ce qu'on appelle en termes techniques un changement de type 1, c'est-à-dire on va dans la même direction mais plus fort ou plus vite, il aurait pu marcher aussi. C'est-à-dire que parfois, bah, vous poussez un peu plus fort et puis hop, le changement qu'on attendait se produit. Là, on avait déjà réitéré ce message plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et donc, c'est ça aussi qui me fait dire à un moment donné, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre. Je le souligne d'ailleurs ici, en tant que parent, si vous prenez une certaine direction, que vous augmentez l'intensité une fois, 2 fois, 3 fois, et que ça ne marche toujours pas, c'est probablement que vous n'allez pas dans la bonne direction. Je vais y revenir juste après. Ça, c'est aussi pour éviter de s'enferrer dans j'augmente l'intensité, je finis par m'énerver, ce qui est généralement contre-productif et qui est généralement le signe qu'on est en train d'essayer d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Ça marche aussi pour l'intensité des punitions, l'intensité de l'énervement. Si je m'énerve de plus en plus fort toujours pour le même sujet, c'est probablement qu'il y a quelque chose à changer dans ma stratégie de réaction face à l'enfant. Mais bref. Je suis donc face à ce constat que le message « Allez, amuse-toi, booste-toi un petit peu, sors » ne suffit pas à le sortir de son coup de déprime et que je dois passer à un autre type de changement. En effet, en faisant toujours plus de la même chose, on obtient toujours plus du même résultat. Dans la situation décrite ici, je souligne que l'ado dit « J'ai essayé de… » Voilà, il a déjà pensé à essayer de se mettre à travailler, essayer d'aller jouer dehors, essayer de se mettre sur les jeux vidéo, mais il constate qu'il n'y arrive pas. Donc, continue à lui dire bah, « Allez, booste-toi, secoue-toi un peu », ça serait aller dans le même message, dans le même sens que ce que lui, il fait déjà. Donc, c'est d'autant plus un signal que je dois arrêter d'aller dans cette direction. Donc, ça, c'est important. Ça souligne aussi l'importance de savoir écouter et questionner les enfants et les ados pour savoir comment ils gèrent déjà. Et s'il s'avère que ce qu'ils font ne fonctionne pas, qu'ils n'y arrivent pas, il est inutile d'aller encore plus dans le même sens, puisque là aussi, on va dans une impasse. Donc, on va juste aller plus fort et plus vite dans le mur qui est au fond de l'impasse. Alors, pour changer de direction, ma méthode, c'est le fameux 180 degrés du modèle de Palo Alto que je pratique en accompagnement. Je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo pour une bibliographie si vous voulez aller plus loin dans ce domaine-là. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un changement radical de message. Le changement radical de message, il a un intérêt. C'est qu'il y a un énorme contraste, en fait, entre le message précédent et le nouveau message. Et plus il y a un contraste entre les deux, plus ça crée une espèce de rupture qui va permettre à de nouvelles idées d'émerger dans la tête de mon interlocuteur, ici de l'ado. C'est un peu comme, vous savez, en art, la théorie des couleurs, c'est-à-dire que des couleurs complémentaires se font ressortir mutuellement l'une l'autre. Si vous avez des couleurs proches, elles paraissent un peu ternes, un peu fades, elles ne se distinguent pas bien l'une de l'autre. Si vous prenez des couleurs complémentaires, elles sont tout de suite mises en évidence. Donc c'est là aussi l'intérêt de changer son fusil d'épaule et de faire ce fameux 180 degrés dont je vous parle parfois dans mes vidéos et dans mes articles. Alors, revenons-en à nos moutons et à notre situation d'ado qui déprime. Donc,
En tant que maman, ici, moi, j'ai la chance, et j'y reviendrai enfin, à la fin de cette vidéo dans une petite synthèse, j'ai la chance d'avoir des connaissances un peu spécifiques sur la déprime et sur les techniques de changement, comme vous l'aurez constaté, ce qui me permet de savoir peut-être un peu mieux percevoir à quel moment je dois changer mon fusil d'épaule et à quel moment je dois faire des choses différentes et qu'est-ce que je peux faire de différent. Et donc en fait, ce sont ces connaissances et ces compétences-là qui m'amènent à dire à mon fils à ce moment-là, ce jour-là, quelque chose comme ça. Tu sais, mon chéri, si mon travail m'a appris une chose, c'est que l'envie, c'est comme le sommeil. Ça ne se trouve pas, ça te tombe dessus. C'est elle qui te cherche et qui te trouve. Et le problème, c'est que si tu t'agites trop à essayer de faire plein de choses différentes, l'envie ne te trouve pas. Comme quand le soir, tu essayes de t'endormir et puis tu essayes de, voilà, de trouver le sommeil et tu ne le trouves pas et ça, en fait, tu t'agites trop dans ta tête. Ben, c'est exactement la même chose pour l'envie. Et ce que je rajoute à ce moment-là, c'est que du coup, eh bien, mon chéri, en fait, c'est extrêmement important, si on veut avoir une chance que l'envie te trouve, que tu restes absolument sans rien faire, jusqu'à ce qu'elle arrive. Donc je t'interdis de faire quoi que ce soit, je t'ordonne de rester ici couché sur ce canapé, et je t'interdis de faire quoi que ce soit, y compris tes devoirs, surtout tu ne touches pas à ton travail scolaire, et tu restes là sur le canapé, et tu ne te lèves que quand tu es sûr d'avoir vraiment envie de faire quelque chose. Donc ça peut paraître assez illogique de faire ça, mais pourtant, voilà le résultat que ça produit. Donc en fait, ce jour-là, mon ado est resté 2 heures, la tête sous sa couverture, sur le canapé. Il n'a pas bougé tout de suite, mais j'ai bien senti quand je lui ai parlé que ça faisait un petit « waouh ». Et donc ça, c'est cet effet contraste dont je parlais tout à l'heure entre les 2 messages, c'est-à-dire qu'il s'est dit « waouh, mais ma mère m'interdit de faire mes devoirs, ma mère m'interdit de bouger ». C'est que peut-être la situation est plus grave que ce que je croyais. Donc on crée là une espèce de rupture, un truc, une expérience émotionnelle dont je parlais dans un autre article que je vous mettrai aussi en lien dans la vidéo. Ça crée une expérience émotionnelle de rupture qui ouvre une brèche et qui permet à de nouvelles idées de rentrer. Donc l'ado est quand même obéissant. Donc il reste sur son canapé, la couverture sur la tête. Au bout de 2 heures, je l'ai quand même vu se lever et aller un peu taper dans un ballon dans le jardin. Un petit moment. Il est allé un tout petit moment. Le lendemain, sans que je lui dise rien, il a ouvert son ordi et il a travaillé un petit peu, il a fait quelques devoirs. Et le surlendemain, il a appelé des potes et ils sont partis faire du vélo. Et les jours suivants, je crois que c'était pendant les vacances scolaires, ils ont à nouveau, ils sont sortis plusieurs fois de suite, il faisait beau et ils sont partis faire du vélo, ils ont trouvé ça chouette. Et depuis, donc il va beaucoup mieux, il va même très bien. Je constate qu'il a quand même gardé l'idée que parfois il valait mieux ne rien faire du tout à certains moments. Et il attend que l'envie le trouve quand il se sent un peu bloqué sur certaines choses. Voilà, ça c'était la situation que j'avais envie de vous raconter. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur la déprime. Je vous invite vraiment à aller voir l'article sur la dépression dont j'ai parlé. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Je voulais aussi souligner 2 choses avec cette vidéo, 2 choses qui me paraissent très importantes. La première, c'est qu'en tant que parent, on n'est pas censé avoir toutes les connaissances et les compétences techniques qui peuvent être requises face à des situations de ce type-là. Ça n'est pas un constat de « je suis un mauvais parent si je n'ai pas ces compétences et ces connaissances-là ». C'est juste que c'est un peu technique, comme je viens de le dire, et que c'est là où on peut avoir besoin d'une intervention extérieure. Parfois, c'est juste un rendez-vous ou 2 qui vont permettre d'apporter quelques informations qu'on n'avait pas et qui vont nous permettre ce repositionnement, qui n'est pas forcément très compliqué, qui va aider à décoincer la situation. Donc, avoir besoin d'aide ou avoir un enfant qui rencontre une difficulté, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes la cause de ces problèmes. Ça ne veut pas dire que vous partez pour 10 ans de psychanalyse. Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de 2-3 informations qui vont vous permettre à vous de trouver l'attitude qui va aider votre enfant. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose que je voulais souligner aussi avec cette situation, et c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est que il y a quand même une tendance à croire que le comportement du parent, c'est la cause des difficultés de l'enfant. En réalité,
le comportement du parent et le comportement de l'enfant sont indissolublement liés. C'est-à-dire que quand l'enfant rencontre une difficulté, le parent va faire quelque chose pour essayer d'y réagir, de la réguler. Donc on ne peut pas dire que c'est le comportement du parent qui a causé le comportement de l'enfant, mais les 2 sont liés. On peut aussi avoir, effectivement, le parent se comporte d'une certaine manière et l'enfant va essayer de s'adapter d'une manière, mais qui ne fonctionne pas forcément. Donc les 2 sont indissolublement liés comme l'œuf et la poule. Donc l'intérêt, c'est pas de chercher qui de l'œuf ou de la poule à commencer, parce qu'on fait quoi? On tord le cou de la poule, on casse l'œuf, bon, c'est pas très intéressant. Par contre, du coup, ça va être, comment est-ce qu'on peut faire pour que la poule, ait moins mal aux fesses quand elle fait un œuf? Je ne sais pas, on pourrait dire ça comme ça, je dis un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est pour illustrer la situation. Ou, du coup, comment est-ce qu'on fait pour que l'œuf ne se casse pas en tombant, ou bien pour en faire une bonne omelette plutôt que de le laisser traîner dans le frigo. Mon image est assez bizarre et assez mal tournée, mais j'espère que vous comprenez que le message que j'essaye de faire passer et que j'essaye de faire passer aussi en accompagnement, c'est celui-là, c'est qu'on n'est pas, nous les parents, la cause de tous les problèmes des comportements de nos enfants, et que la manière dont on y réagit, évidemment, elle est liée, mais qu'on va pouvoir changer là-dessus sans forcément s'entendre dire qu'on est la mère de tous les problèmes, parce que c'est souvent les mères qui sont concernées. Bref, je me suis un peu embrouillée, mais je pense que vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir de plein de façons différentes. Vous pouvez faire un don sur Tipeee, la plateforme de pourboire participatif. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi et surtout partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, liker, commenter, partager, voilà, tout ça contribue à faire connaître mon travail. Vous pouvez aussi me donner un avis, une recommandation, vous abonner évidemment à la chaîne YouTube si ça vous chante, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez donc me donner une recommandation, ce que je disais, sur Facebook, donc un avis sur Facebook, sur Google Maps, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, ou sur LinkedIn si vous êtes sur ce réseau professionnel. Et dernière chose, vous pouvez aussi, si vous ne voulez plus jamais rater une seule de mes formidables vidéos, donc vous abonner à la newsletter, vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de tout avoir. J'en profite pour rajouter que j'inaugure un peu une nouveauté, c'est que en fait cette vidéo correspond à un article que j'ai rédigé sur le blog qui est publié aujourd'hui. Donc si, j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo, voilà, à partir de maintenant, si mes vidéos vous intéressent, mais que des fois le format vidéo vous embête, vous aurez tout le texte écrit sur le blog. Là aussi, l'article est en lien dans la description de la vidéo. J'espère que tout ça vous a plu et vous a été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain article, et vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et voilà, à très bientôt!